Le journal sur Al 24 News, merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition. Voici les titres. La première ministre italienne Giorgia Meloni reçoit son homologue libyen Abdelhamid Dbeiba à Rome. Les deux parties ont ratifié des accords dans le domaine pétrolier et du gaz naturel. L'affaire du Nord Stream 2 continue de défrayer la chronique et pour cause, un projet du sabotage des gazoducs était envisagé. Mouvement de protestation devant le Parlement marocain contre la visite du président de la Knesset à Rabat. Attaque au couteau à Annecy dans le sud-est de la France. Selon le parquet de la ville, aucun mobile terroriste apparent dans les faits. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Une cérémonie de remise des prix a été organisée aujourd'hui au Centre international de conférence Abdel Tefarhal à Alger à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de l'artiste et dont l'ouverture a été présidée par le président de la République Abdelmadjid Tebboune en présence de hauts responsables de l'État, des membres du gouvernement et de la famille artistique. La ministre de la Culture, Mme Mouloudji, a annoncé le lancement du projet de réalisation d'un centre médico-social au profit des artistes. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a récompensé les lauréats du prix du président de la République pour les jeunes créateurs. Le général d'armée Saïd Chinguereha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire algérienne, a reçu en audience ce jeudi au siège de l'état-major de l'armée nationale populaire Dimitri Chougaïev, directeur du service fédéral pour la coopération militaire et technique de la Fédération de Russie. Lors de cette rencontre, les deux parties ont tenu des discussions qui ont porté sur l'état de la coopération militaire et technique entre les deux pays et ont abordé des questions d'intérêt commun. Ont pris part à cette rencontre des commandants de forces, des chefs de département et des directeurs centraux du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'armée nationale populaire, ainsi que des membres de la délégation russe. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a reçu hier un appel téléphonique du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, chef de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, la Manul Abdoulaye Batili, avec lequel il a évoqué les développements de la situation politique et sécuritaire dans ce pays. Lors de cet entretien téléphonique, les deux parties ont passé en revue les développements de la situation politique et sécuritaire en Libye, à la lumière des efforts déployés par l'ONU pour que les parties libyennes puissent parvenir à une solution définitive à la crise. En Libye, toujours, le chef de la mission de l'ONU européenne en Libye, José Sabadell, a annoncé son soutien à la mission de l'ONU et à l'appel lancé par l'envoyé spécial Abdoulaye Batili à toutes les parties libyennes pour qu'elles traitent toutes les questions en suspens. La mission d'appui des Nations Unies en Libye a déclaré qu'elle continuerait à travailler avec toutes les institutions libyennes concernées, y compris le Conseil présidentiel, afin de faciliter les consultations entre tous les acteurs et de traiter les articles controversés des lois électorales et obtenir l'accord politique nécessaire pour mettre le pays sur la voie des élections. La rencontre bilatérale entre le Premier ministre du gouvernement d'Union nationale libyen, Abdelhamid Dbeiba, et son homologue italien, Giorgia Meloni, à Rome, s'est soldée par la signature de plusieurs protocoles d'accord dans plusieurs domaines. Mais au-delà des dossiers bilatéraux, Giorgia Meloni a souligné l'importance du retour de la stabilité en Libye et la nécessité de tenir des élections présidentielles et législatives libyennes. Les détails avec Souila Kilal. Le renforcement et l'élargissement des relations économiques entre Tripoli et Rome au cœur de la rencontre entre le Premier ministre libyen Abdelhamid Dbeiba et la Première ministre italienne Giorgia Meloni à Rome.
Cette rencontre s'est soldée par la signature de plusieurs mémorandums d'entente, notamment dans les domaines du pétrole et du gaz naturel, la création d'investissements dans le secteur de l'énergie, où les deux parties ont convenu d'investir conjointement dans les eaux territoriales libyennes de la Méditerranée et du bassin d'Urdames. Les deux parties ont également convenu de relier la Libye à l'Italie par un câble sous-marin et d'activer les deux contrats pour les usines de traitement de l'eau et des eaux usées. Des accords qui, pour Dbeibah, contribuent à franchir une étape importante vers la consolidation des relations avec l'Italie, pour que la Libye puisse bénéficier du développement dans différents domaines, notamment celui de l'énergie, des infrastructures et des communications. Cette rencontre a également été l'occasion pour Dbeibah de demander à Rome la levée de l'embargo aérien sur l'aviation civile libyenne en Italie et de lui fixer un délai, tout en soulignant l'importance de faciliter l'octroi de visas aux Libyens. Les deux parties ont également affirmé leurs intentions de créer le comité supérieur italo-libyen et d'organiser le forum économique entre les deux pays. De son côté, la première ministre italienne Giorgia Meloni s'est dite préoccupée par l'augmentation potentielle du flux de migrants durant l'été, appelant Tripoli à intensifier les efforts pour lutter contre la traite d'êtres humains. L'instabilité en Libye était également au menu des discussions. Meloni a souligné l'importance de tenir des élections présidentielles et législatives libyennes dès que possible, avec la médiation des Nations Unies et de l'envoyé spécial de l'ONU, Abdoulaye Bathily. La visite de Dbeibah en Italie intervient après celle de Meloni à Tripoli en janvier dernier, qui s'était soldée par la signature d'un contrat d'une valeur de 8 milliards d'euros entre la Libyan National Oil Corporation et la société italienne Eni, pour développer 2 gisements de gaz pour augmenter la production d'environ 800 millions de mètres cubes. Un mouvement de protestation a été organisé devant le Parlement marocain dans la capitale Rabat par des centaines de militants du Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation pour protester contre la visite du président du Parlement sioniste au Maroc. Les détails avec Tinine Al-Makassi. Plus de 2 ans après la signature des accords d'Abraham entre le royaume et l'entité sioniste, l'hostilité populaire envers ce rapprochement est encore bien ancrée dans le pays. Et la visite d'Emir Ohana, président du Parlement sioniste, soit le 3e homme fort de l'entité, ne passe pas. On ne peut pas accepter que le chef du Parlement israélien puisse venir ici en toute impunité, alors que ce Parlement israélien, c'est un Parlement d'extrême droite actuellement, un Parlement où dominent les fascistes, et qui vient ici pour être reçu par le Parlement marocain. Donc on est là en tant que Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation, pour protester contre la normalisation en général et contre cet aboutissement de la normalisation, qui est la normalisation entre les parlements marocains et le Parlement sioniste. Aux alentours du Parlement marocain à Rabat, ils étaient des centaines de manifestants à avoir joint leur voix à celle du Front marocain pour le soutien à la Palestine et contre la normalisation, pour dénoncer ce qu'ils qualifient de trahison à la cause palestinienne et aux principes fondamentaux du peuple marocain. Nous sommes ici aujourd'hui pour dire au président du Parlement marocain qu'il n'a pas le droit de recevoir ici le sioniste qui a commis des crimes de guerre, de le recevoir ici sur la terre marocaine et encore moins au nom du peuple marocain. Nous sommes ici pour dire aussi qu'on continue la lutte et que ces accords de normalisation, nous les ferons tomber et que nous continuons à lutter pour que la Palestine soit libre. Cette normalisation crée également de vives tensions politiques dans le pays. En mars dernier, le Parti de la Justice et du Développement, parti de l'ex-premier ministre Abdillah Ben Kiran, avait dénoncé cette dernière, dans la foulée des violences et des agressions à l'encontre des Palestiniens dans les territoires occupés. Ce qui fait également grincer les dents des Marocains, c'est de voir leur diplomatie se transformer en avocat de l'entité sioniste et de leur plan expansionniste et déstabilisateur en Afrique. Le ministère de la Défense tunisien a annoncé dans un nouveau communiqué avoir repêché les corps des 2 membres
de l'équipage de l'hélicoptère porté disparu depuis hier soir à Cap Serra, dans le gouvernorat de Bizerte. Les recherches se poursuivent pour retrouver les 2 autres membres de l'équipage. Un peu plus tôt dans la journée, le ministère a annoncé avoir perdu le contact avec un hélicoptère qui effectuait une mission nocturne mercredi 7 juin. La défense tunisienne affirme avoir mis tous les moyens terrestres, maritimes et aériens pour effectuer des recherches afin de localiser et déterminer le sort de son équipage. Tunisie, toujours, des unités de la garde navale tunisienne ont récupéré 9 corps de migrants clandestins au large de la province de Monastir suite au naufrage de leur bateau alors qu'ils tentaient d'embarquer pour les côtes italiennes. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole de la garde nationale cité par la presse locale. La même source a indiqué que ce bateau transportait des clandestins coulés dans la nuit de mardi à mercredi au large des côtes de Sayada à Monastir. Les 9 corps repêchés sont des ressortissants de l'Afrique saharienne, dont 3 femmes. Dans la capitale soudanaise Khartoum, de nouveaux affrontements ont eu lieu ce jeudi entre l'armée et les forces de soutien rapide aux abords du plus important complexe militaire du pays. À noter que les 2 parties s'affrontent depuis le 15 avril dernier en dépit de plusieurs tentatives de cessez-le-feu, notamment la dernière initiative dite de Jeddah présentée aux 2 parties. Nous vous lisons en titre, le dossier de Nord Stream 2 revient sur le devant de la scène alors que Zelensky dément toute implication. Une enquête de Washington Post affirme que les services américains étaient au courant d'un projet de sabotage des gazoducs. Les détails avec Safwan Bessabri. Le mystère reste entier concernant l'affaire Nord Stream. Le gazoduc reliant la Russie à l'Allemagne fait l'objet d'accusations interposées depuis le sabotage des 2 pipelines. Enquête et contre-enquête sont menées sans pour autant démêler le vrai du faux dans cette affaire hautement sensible sur le plan diplomatique. Américains, Anglais, Russes et Ukrainiens ont tous été accusés d'être à l'origine du sabotage. Tous pourraient avoir une raison d'être les auteurs de l'opération. Les États-Unis ont longtemps été opposés au gazoduc, allant jusqu'à établir en 2017 des sanctions contre toute entreprise européenne qui participerait à la construction de gazoducs russes. Selon une enquête du Washington Post, la CIA aurait été prévenue en juin 2022 par un service de renseignement d'un pays européen encore inconnu que des forces spéciales ukrainiennes comptaient faire exploser les gazoducs. Le Kremlin, quant à lui, pointe une responsabilité anglo-saxonne, faisant référence aux États-Unis et au Royaume-Uni. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'un sabotage délibéré. Nous avons déjà évoqué les faits dont nous disposons sur l'éventuelle implication d'anglo-saxons dans cet attentat terroriste visant des infrastructures énergétiques internationales. Tous les autres détails doivent être révélés par une enquête internationale transparente. L'enquête allemande, elle, pointe vers une équipe de 6 Ukrainiens suspectés d'avoir embarqué à bord d'un yacht au nord de l'Allemagne avant de se rendre non loin des côtes danoises à proximité du lieu des explosions qui ont mis hors de service Nord Stream 1 et 2. Même si le plan aurait été exécuté par des Ukrainiens, aucune preuve pour l'instant de l'implication directe de Kiev. Rien n'empêche les services russes, américains ou encore anglais d'avoir engagé des Ukrainiens pour brouiller les pistes. Le président ukrainien a quant à lui nié toute implication officielle de Kiev dans l'opération de sabotage. L'implication avérée de l'Ukraine pourrait détériorer la solidarité européenne envers Kiev. L'Allemagne dépendait grandement des exportations russes de gaz via les 2 gazoducs. Et le président ukrainien Volodymyr Zelensky a effectué un déplacement au niveau de la région de Kherson qui a connu dans la nuit de lundi à mardi une explosion du barrage Kakhovka, ce qui a causé des inondations dans les zones limitrophes du barrage. S'ajoute à cela le risque d'un désastre environnemental. Depuis l'explosion, Kiev et Moscou s'accusent mutuellement. Dans la foulée, la Turquie avait proposé une commission indépendante pour enquêter sur les faits. Et 4 jours après la destruction du barrage dans le sud de l'Ukraine, des médias russes ont déclaré que 5 personnes sont mortes noyées après la destruction du barrage.
S'ajoute à cela une quarantaine de personnes qui ont été hospitalisées. Moscou et Kiev se rejettent la responsabilité de cette destruction qui fait craindre une catastrophe humanitaire et écologique. La destruction mardi a provoqué des milliers d'évacuations des zones inondées. Le Premier ministre du Royaume-Uni, Rishi Sunak, est à Washington pour une visite de 2 jours destinée à réchauffer entre la Maison-Blanche et le Downing Street. Les deux parties partagent déjà la même ligne sur le conflit en Ukraine. Pour ce qui est du déplacement et au lendemain de l'anniversaire du débarquement de la Normandie, le chef de l'exécutif britannique a déposé une gerbe sur la tombe du soldat inconnu au cimetière militaire d'Arlington dans l'État de Virginie. En France, le parquet de la République d'Annecy a déclaré en début d'après-midi qu'il n'y a aucun mobile terroriste apparent dans les faits liés à l'attaque au couteau d'Annecy ce matin. À noter que l'attaque a eu lieu dans un parc sur les bords du lac d'Annecy, blessant ainsi 6 personnes, dont 4 enfants en très bas âge, avant d'être interpellés par la police. Parmi les victimes figuraient un jeune Anglais et un jeune Néerlandais. Les services de sécurité avaient cerné l'endroit depuis la matinée. Bien, mesdames et messieurs, une tragédie effroyable a eu lieu ce matin à Annecy. Des petits-enfants ont été sauvagement attaqués par un individu dans un parc. Nous sommes bouleversés par cet acte odieux, inqualifiable. Quand ça touche des enfants, je pense qu'on est chacun touché au plus profond de nous-mêmes. Et aujourd'hui, c'est tout notre pays qui est sous le choc. A priori, à ce stade, il s'agit d'un Syrien qui a le statut de réfugié en Suède depuis 10 ans, qui a demandé l'asile en France, mais c'était sans objet puisqu'il a déjà le statut de réfugié. Donc c'est un individu a priori isolé, syrien, avec un statut de réfugié accordé en Suède il y a 10 ans. Sport football, c'est à Prague, au stade Eden Arena, que les coéquipiers de Benrahma ont remporté la finale de Ligue Europa Conférence. Une finale qui a basculé dans le temps réglementaire puisque c'est un but de Bowen qui a offert le titre à West Ham face aux Italiens de la Fiorentina par le score de 2-1. L'international algérien était l'auteur du premier but pour les Hammers sur un penalty en deuxième mi-temps de la partie. Voilà, c'est la fin de cette édition. L'actualité continue sur Al 24 News. Excellente soirée à tous.